Et si les échecs étaient bien plus qu'un jeu? Instrument de pouvoir durant la guerre froide, l'URSS formait ses joueurs dès l'enfance pour prouver sa supériorité intellectuelle et culturelle. Depuis le Covid, le jeu a explosé sur les réseaux sociaux, attirant chaque année plus d'audience et d'argent. Ils gagnent, mais genre très bien leur vie. J'avais 690 000 euros de prix. Un nouveau combat est né, capter la plus grosse part du gâteau. Certains tordent les règles du jeu, Bah là, le 960, on t'enlève tous tes points de repère. proposent des versions plus spectaculaires, plus virales, les visions s'opposent. Dans cet épisode, je suis avec le créateur de contenu échec le plus suivi en France, Blitzstream, ancien pro qui a mis sa santé en jeu pour cette passion. Je vais plus contrôler le clignement de mes yeux, même en dehors de mes parties. On va explorer son univers et discuter d'un milieu en pleine transformation où la course à la popularité et la quête de l'argent menacent parfois l'essence même du jeu. Hello Kevin, tu vas bien? Hello le Jo, ça va? Bah, magnifique. Tu sors d'un gros week-end là quand même. Ouais, je sors d'un super gros week-end. Ouais. Tu m'as forcé à sortir du lit. Ça, c'est quand même incroyable. Ouais, c'était donc samedi, dimanche dernier, la Bake Up, gros événement que j'organise sur Paris 1 ou 2 fois par an. C'est le champion de France qui a gagné. Ah là. Un peu logique. Ah, ouais, tu sais, la logique aux échecs, hein. C'est vraiment sympa. Mais bon, on en parlera peut-être plus tard. Bon, alors juste pour situer en 2 mots, donc la dinguerie monsieur Kevin Bordy, alias Blitzstream. Donc tu es un créateur de contenu français, Ouais. voilà, qui a le plus d'abonnés en France sur le milieu des échecs. Ouais, mais bon, ça fait très longtemps que je fais ça. Et alors, il faut quand même le dire, tu as un gros niveau actuellement. Tu peux tenir tête quand même aux meilleurs joueurs du monde, même si je sais que tu n'aimes pas qu'on dise Ouais. ça. Et on en reparlera. Mais il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a des parties qui sont intéressantes et tu peux te retrouver contre eux des fois sur chess.com, Ouais, etc. Et c'est quand même incroyable. On va commencer par un sujet qui me tient vraiment à cœur. On a une ère un peu de consommation rapide. Le temps d'attention est diminué. Il paraît qu'il y a des gens qu'on a globalement plus que 8 secondes de temps d'attention. Honnêtement, moi, j'ai du mal à regarder certains films qui me paraissent longs, tu vois. Et donc, de l'autre côté, tu as les jeux d'échecs qui sont en train qui sont un peu en plein boom depuis quelques années. Donc, il y a un peu cette... d'un côté, on diminue le temps d'attention globalement, et de l'autre côté, le jeu d'échecs, c'est un truc hyper intellectuel. Comment toi, t'expliques un peu le fait qu'aujourd'hui, c'est un peu en plein boom? Les échecs, ça a toujours été un jeu très cyclique. Ouais. Les échecs ont été au centre du monde en 1972, lors du match Spassky contre Bobby Fischer. Donc c'était un peu c'était la finale du championnat du monde entre le joueur américain, donc qui était le numéro 1 américain Bobby Fischer, et même numéro 1 mondial, et Boris Spassky, donc le joueur soviétique, qui s'affrontait donc dans un duel entre le capitalisme et le communisme. Il y avait un truc très politique en fait. C'était très très politique, ouais. C'était un match très politique, et c'est un match qui était suivi par la planète entière. Pas sur Internet, ça n'existait pas, mais ouais. Par les journaux. Les parties étaient annotées dans les journaux le lendemain, analysées, etc. C'est un match qui a passionné la planète entière. Ça avait fait un boom énorme, et il y a même eu un film il y a pas si longtemps. Alors en français, il doit s'appeler Le Prodige, je pense, The Pawn Sacrifice en anglais. Il y a une dizaine d'années, avec Tobey Maguire dans le rôle de Bobby Fischer. Donc tu as eu par exemple cet événement qui a fait énormément parler des échecs. Tu as aussi Garry Kasparov, qui est le joueur probablement le plus connu encore aujourd'hui, qui avait fait un gros buzz mondial. Il y a eu les matchs contre Karpov, qu'il a été aussi très politique, parce que Kasparov, il représentait la Nouvelle-Russie contre Karpov, qui lui représentait plutôt le système. Et aux échecs, les échecs sont souvent politiques. C'est Kasparov qui a gagné, et peu après ça, il y a eu la chute de l'Union soviétique. Je sais pas si c'est une petite anecdote historique comme ça marrante. Petrov, qui était un très bon joueur russe au 19e siècle, il a dit « Ok, quand les Russes ont vaincu Napoléon, tsar de la Russie, du coup, il a contre-attaqué. » Et donc, en fait, il a dit « Ok, avant, on jouait E4, E5. Tu vois, hop, je vais bien mettre le pion, ils sont petits. C'est pas les meilleurs pions du monde, ouais. Cavalier F3, on attaque le pion E5. Ouais. Et avant, on défendait le pion. Ok. Il a dit, mais nous, les Russes, quand on a fait la guerre contre Napoléon, on a utilisé la technique, entre guillemets, de la contre-attaque. On a fui, et puis on les a contre-attaqués. Enfin, on ne s'est pas défendu. Il a dit, ok, mais du coup, alors cavalier F6. Donc c'est en gros, c'est le pion E4 et je contre-attaque, en fait. C'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Et tu vois, en France, j'ai l'impression que là, les dernières années, ça a fait quand même un boom. Est-ce que tu as remarqué un élément déclencheur, peut-être le jeu de la dame, en vrai, peut-être d'autres éléments aussi. Comment toi, tu vois les choses? Nous, en France, ça a commencé avec un élément très précis, c'est qu'on a eu le début du confinement, le monde s'est arrêté,
Et là, on a une chance, entre guillemets, incroyable aux échecs, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule compétition sportive au monde. Le seul sport qui continue, c'est les échecs. Ok. C'est en Russie à Ekaterinbourg. Tu as le tournoi des candidats. Et gagner les candidats, ça permet d'aller en finale de championnat du monde, ce qui n'est plus arrivé pour un Français depuis Alekhine. Mais en plus, Alekhine qui a été naturalisé 1 mois avant le match. Donc c'est un peu particulier. Et là, on a la chance d'aller... Enfin, la chance. J'aime pas le mot chance pour cet événement-là. Mais on a en tout cas les candidats qui commencent. Dernière compétition sportive qui a lieu. Les gens sont enfermés chez eux en France. Et tu as Maxime Vachier-Lagrave, qui, moi, en plus, un de mes meilleurs amis, qui joue ce tournoi. Et c'est pas qu'il joue ce tournoi, c'est qu'après 7 parties, à la moitié du tournoi, il va être leader. Et donc, nous, on avait 17 000 viewers sur Twitch à ce moment-là. Pour Maxime, qui jouait contre Nepo. Tu sais que je savais pas du tout que c'était le dernier sport dispo à ce moment-là. Le dernier sport. Et tu avais un Français qui performait. Et en plus, tu es casteur officiel pour l'événement. Et en plus, tu sais que c'est différent quand tu commentes un joueur français. Bah, tu as le côté un peu, tu es supporter d'un joueur, etc. Mais là, moi, je commente vraiment un mec avec qui je parle tous les jours. Ah, c'est trop bien. C'est un ami, tu vois. Et du coup, quand il gagne, je suis vraiment bien. Moi, ça m'est arrivé après des défaites de Maxime, notamment sur une Coupe du Monde, d'être vraiment mal. Ouais, tu vois, genre Maxime tu a vis perdu. le truc, en fait, avec lui. C'est mon ami, tu vois. Donc, quand il gagne, je suis vraiment heureux. J'ai le smile et tout. Tu sais que j'ai failli, quand Maxime devient champion du monde de Blitz, je pleure de joie vraiment sur le live à un moment donné. Au moment où il devient, je suis là en mode, mais je suis tellement heureux pour lui. Et tu te souviens de ce moment-là où tu vois le 17 000 viewers sur Twitch, toi tu le ressens comment? Tu te dis, ouais, c'est enfin, il y a cette lumière qui est mise sur les échecs. Ouais, et puis en plus, on reparlera du buzz actuel des échecs après. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, tu as 17 000 personnes qui regardent vraiment des échecs. Trop bien. C'est-à-dire qui regardent des vraies parties de haut niveau, sur une vraie compétition de haut niveau, avec un gros enjeu. Et avec justement, ces dernières années, il y a quand même une toute nouveauté dans les échecs, c'est les streamers, instagrammeurs, échecs, etc. Il faut qu'on en parle un peu parce que c'est un énorme vecteur de croissance et je sais que ça questionne et même ça énerve certains, tout ce côté-là. Toi, quand tu vois, ce qu'on peut appeler ça, c'est des joueurs amateurs d'échecs qui, du coup, font du contenu. C'est des créateurs de contenu et notamment des noms comme les sœurs Bottez. Est-ce que je peux dire Anna Kramling, voilà, dedans. Et il y en a plein. Et est-ce que pour toi, ça apporte une lumière positive ou est-ce que ça efface un peu les performances des pros? Est-ce que c'est une balance? Comment tu vois un peu le truc? Alors, déjà, ça apporte une lumière très positive puisque ça fait parler des échecs. Et tu as parlé des sœurs Bottez qui ont commencé le streaming, je pense, vers 2018-2019. J'ai fait plein d'événements avec Alexandra. Et elles sont quand même fortes aux échecs, en vrai. Ouais, elles jouent bien. Ouais, elles jouent bien. Bien sûr, surtout Alexandra. Maintenant, la difficulté, on va dire, tu vois, par rapport à ça, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de contenu de plus en plus cheap, je sais pas comment dire ça, mais tu vois, demain, je veux faire des vidéos avec un réel, je vais te montrer le bat du berger, je vais te montrer comment mater avec un roi, une dame. Et des trucs qui, selon toi, font pas avancer la connaissance des échecs. Alors, ou des trucs très... Ça c'est pas mal encore, mais le truc, c'est qu'il y a quasiment pas de passerelle entre les échecs vraiment, on va dire... Amateur. C'est même pas amateur, là, c'est vraiment ultra basique, spectacle. Et le haut niveau. Tu vois, moi, je suis fan de tennis, par exemple. T'as Gaël, Zerator, Domingo et tout qui font un event. C'est cool, tu vois, je vais regarder. Mais tu vois, ça va pas prendre le pas et être au-dessus d'un Gaël contre Nadal. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Je regarde du sport. C'est un peu une passerelle, en fait, du sport un peu spectacle amateur. Et c'est une passerelle vers le milieu pro. Et des fois, tu as l'impression que les créateurs de contenu ne permettent pas cette passerelle, c'est ça? Ouais, où les gens n'ont pas envie de l'avoir, mais tu vois, c'est un peu bizarre. J'ai déjà eu cette discussion plein de fois avec des abonnés, etc. En mode, ouais, mais les échecs, c'est un jeu stratégique. De toute façon, tu regardes des échecs, c'est bien. Enfin, tu vois, tout ce truc-là. Mais en fait, tu regardes des échecs, tu regardes des gens devant un échiquier qui te montrent un truc un peu basique avec 2-3 sons marrants. Et enfin, c'est drôle, mais tu vois, ça apporte pas, tu vois, tu vois, ce buzz qu'il y avait eu en 2019-2020 dont on parlait, c'est un buzz, les gens regardaient vraiment des échecs. Je me rappelle, tu avais des matchs, Carlsen, Nakamura, qui amenaient beaucoup de viewers. Moi, j'ai l'impression, j'ai essayé d'analyser un peu le monde des échecs, il y a eu un peu 3 vagues. Tu me diras si tu es d'accord avec moi. La première, j'ai l'impression que c'est des créateurs de contenu de première génération, un peu comme toi, qui étaient relativement quand même forts dans les échecs et qui sont un peu des...
pédagogues, coachs dans le milieu et qui peuvent apprendre des choses. La deuxième vague, j'ai l'impression que c'est des personnes un peu comme les sœurs Bottez, etc., qui ont peut-être un niveau peut-être un peu plus faible et qui mixent un peu du spectacle et du côté échec plus éducatif. Et la troisième catégorie, j'ai l'impression que maintenant, c'est des créateurs de contenu qui sont même autour de 500 Elo, 1000 Elo sur chess.com, je prends les Elo. Comme des Inoxtag, par exemple, avec son tournoi. Toi, est-ce que ça t'a étonné, ça t'a surpris de voir, par exemple, un créateur comme Inox qui a 1000 Elo, de lancer son propre tournoi? Est-ce que tu étais surpris de te dire « Ah, je ne m'attendais pas à ce que lui se lance là-dedans » Non, parce que les échecs, c'est un beau jeu, entre guillemets, Ouais. donc ça ne m'étonne pas. Tu vois, il y a beaucoup de multigaming, entre guillemets, beaucoup de créateurs qui jouent à des jeux différents, et les échecs ont le point positif d'être un jeu qui est en réalité, qui a la réputation d'être un jeu compliqué, mais c'est qu'une réputation, c'est un jeu, tu peux apprendre les règles en 15-20 minutes. Ouais. Tu vois, moi, j'essaye de jouer à League of Legends, ceux qui suivent mon stream savent à quel point je suis cataclysmique, je ne sais toujours pas quel item faire. Et quand je regarde les matchs de la cassée, tu vois, t'as Kameto qui t'explique ce qu'il faut faire, enfin, je n'y comprends rien, tu vois, il y a tel item, tel machin, alors que les échecs, c'est nettement plus simple en réalité. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que tu as dit. En fait, je me suis peut-être... je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit avant. Tu as aussi les créateurs de deuxième vague, en plus, comme tu les as appelés, par exemple, comme Alexandra Bottez ou quoi, qui n'est pas beaucoup moins forte que moi aux échecs. En fait, moi, dans la première vague, je suis un des plus nuls. Pour le coup, si ce n'est le plus nul, le plus naze, carrément. Et tu vois que Alexandra, le contenu qu'elle faisait il y a quelques années, c'était quand elle faisait du contenu sur les échecs, c'était quand même plus intéressant. Je peux te prendre un autre créateur de contenu avec qui j'ai pu avoir des clashs, et là je vais justement en parler plutôt bien, c'est Gotham. Qui fait un travail de vulgarisation. C'est un Américain. Gotham Chess, un streamer américain. Ouais, il a quand même, je pense qu'il a 6 millions de followers. Ouais, solide. Hein. Exactement. Et tu vois, bon, Gotham, voilà, on a eu nos différends. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de vidéos d'analyse sur le haut niveau. Alors, il simplifie un peu plus que moi, ça a permis d'être des différents, mais qui montre quand même les échecs de haut niveau. Malheureusement, il fait des vidéos aussi sur le haut niveau ou quoi, mais petit à petit, si tu veux, tu es obligé de faire glisser ton contenu, faire du contenu un peu plus spectacle, fun, divertissant. Alors qu'avant, tu vois, ces plus grosses vues, ça allait rester quand même Carlsen contre Nakamura, ça allait rester ce type de contenu. Et quand tu as Inox qui fait son événement, son tournoi, ça met une énorme lumière. Et d'ailleurs, moi, j'avais une question par rapport à ça. C'est à quel point, toi, tu as eu un afflux d'une nouvelle communauté? Aucun. C'est vrai? Ouais. Et le haut niveau, aucun. Là, tu regardes les stats là, du freestyle chess à Paris, personne. Et pour toi, c'est hyper important, en fait, c'est un peu ça, je vais appeler ça ton combat, entre guillemets, de toujours réfléchir à faire cette passerelle vers les pros, parce que c'est eux les pros. Parce que ouais, mais complètement. Au final, qu'est-ce que tu as envie de voir? Tu as envie que les échecs, ça devienne quoi? Ça devienne les sœurs Bottez qui font des blitz? C'est ça qu'on veut. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on voit à la fin? Où on veut que ça t'amène, ok, elle, c'est marrant, c'est fun et tout, je t'ai amené, mais ok, mais MVL Caruana, quoi. Non, mais t'es d'accord avec moi, enfin, genre sur le fond? Je suis obligé d'être d'accord avec toi, Kev. Je t'ai invité. Non, mais vraiment, tu vois, tu penses que je veux dire, c'est ultra déceptif. Honnêtement, je comprends ton point qu'il y a des gars qui font des trucs de ouf et qui pensent 20 coups à l'avance et qu'aujourd'hui, mettre en avant des trucs un peu simples, mais on parlera justement juste après des échecs qui rentrent dans l'e-sport, de toutes ces nouvelles dynamiques, ces nouveaux formats, pourquoi ils font ça, etc. On va en reparler juste après. En plus, je vais te dire des trucs positifs. Pour une fois, non, je rigole. Non, mais écoute, mais tu sais, j'étais assez étonné. Tu me dis qu'il n'y a pas d'afflux de nouvelles communautés. Moi, je pensais que tu allais me dire quand même qu'il y a quand même des nouvelles communautés qui arrivent, etc. Après pas sur d'autres chaînes, pas sur ma... non, mais voilà. Mais c'est intéressant quand même de voir que l'impact, il est certainement... Il y a du positif, et tu l'as dit. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas que du négatif. Mais je même dis qu'il y a même plus de positif que de négatif. Enfin, voilà. Tu vois, c'est plus moi sur... Exactement. Il y a un point au niveau des communautés, c'est que je trouve qu'il y a un peu un espèce de choc des générations et des communautés, justement, avec les différentes visions dont tu parles. J'ai 2 points que j'ai notés. Le premier, c'est Magnus Carlsen qui vient en jeans à un événement, et ça choque tout le monde. Et le deuxième, c'est plus par rapport à toi, c'est des gens qui critiquaient un des invités, Niski, sur ta chaîne. Tu avais invité Niski. Non, mais je trouve que c'est hyper significatif du monde des échecs. C'est qu'en gros, tu as des nouvelles communautés quand même qui arrivent dans ce monde-là, et tu as des communautés un peu plus traditionnelles qui ont un peu du mal
avec ces nouvelles communautés, donc des gars qui viennent un peu peut-être de banlieue avec des accents, et Magnus qui veut réinventer, et qui vient en jeans pour dire ouais les gars, les costards, les cravates et tout, c'est fini, il faut un peu rajeunir. Et moi, j'étais curieux de ton point de vue là-dessus, de comment tu voyais les choses, ce choc des communautés. Est-ce que tu l'as remarqué aussi et comment tu vois un peu le truc? Alors, choc des communautés, tu vois, moi j'en fais aussi partie, puisque comme tu vois, c'est nouveau joueur des fois. Mais moi, c'est vraiment mon truc, c'est vraiment d'être sur le côté où faut où le haut niveau est pas trop. Mais choc des communautés, non, mais alors avec Niski, tu vois, je pense c'est vraiment des trolls et des idiots. Si tu as pu voir les commentaires que j'avais ou quoi, la majorité des gens, au contraire, c'est cool et. Ça, non, tu vois, que le clash des communautés, je trouve pas trop, tout le monde s'amuse bien, etc. Ça, je le ressens pas trop. Alors, Magnus Legend, en fait, c'est un sujet intéressant, très intéressant, même parce que c'était à la coupe, c'était au championnat du monde de rapide. Moi, je commentais l'événement, j'étais casteur officiel, c'est cool, j'ai bien suivi. Et il faut savoir un truc, c'est que ça fait des années qu'il y a des problèmes de dress code. Okay. Alors, c'est que sur les événements feed, puisque ça, c'est les événements feed, c'est la Fédération internationale des échecs, et des scandales de vêtements, il y en a eu plus d'un. Le plus connu et le plus marquant, c'est un joueur qui était venu en Bermuda et qu'on a disqualifié de la compétition parce qu'il était en Bermuda. Okay. T'as pas le droit de jouer. Et qui s'est fait en plus qui a reçu des insultes racistes de la part d'un arbitre ou d'un officiel. L'officiel n'a pas eu de sanction, mais lui a été viré du tournoi. Mais tu vois, c'est dans ce sens-là que je parle de choc un peu de communauté. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce monde tradit et qu'il y a un truc d'incompréhension. Ouais, mais Carlsen, tu vois. Non, je dirais pas ça. Tu vois, je te pose cet exemple parce qu'en fait, Carlsen, tant qu'il n'est pas venu lui-même en jean, il y a eu le problème l'an dernier avec, en plus, une fille qui fait du contenu assez sympa, Anna-Maya Kazarian, qui s'est pris une amende parce qu'elle a joué en sneakers. Et elle a pris une amende. Et tu vois, Carlsen, on l'a jamais entendu parler de ça. Il crée sa série de tournois, le Freestyle Chess, donc il y avait l'événement à Paris, au moment où on tourne, il vient de se terminer. Il est en conflit ouvert avec la FIDE. Comme par hasard, il se met en jean. Comme par hasard, il se fait disqualifier dans un tournoi où il jouait mal. Il fait un genre de clash. Et le lendemain, il y a un truc que les gens ne savent pas trop là-dessus, sur cette histoire, c'est que pendant le championnat du monde de Blitz, lui, il a été autorisé à venir en jean. Mais il y a une joueuse, je crois que c'est une joueuse chinoise, je ne veux pas dire de bêtises parce que c'était sur le championnat du monde de Blitz féminin. Et je ne sais plus laquelle des deux, je crois que c'était, je pense que c'était la joueuse chinoise. Mais peu importe, ça n'a pas d'importance. Qui, elle, pendant la partie, a dû changer de chaussures entre deux parties. En quart de finale de championnat du monde, ils l'ont obligée à changer de chaussures. D'accord? Et elle a dit elle-même après en interview que ça l'a rendue folle et elle a perdu le tie-break. Mais genre avant le tie-break, les mecs viennent et disent t'es obligé de changer de chaussures sinon t'es disqualifié. Est-ce que t'as entendu Carlsen défendre cette joueuse? Est-ce que t'as entendu n'importe quel joueur du haut niveau? Toi, t'as l'impression qu'en vrai, c'était du marketing plus pour ses intérêts perso. Bah oui, comme d'hab. Comme d'hab. Mais je veux dire, là, l'exemple, il est parfait. Je veux dire, lui qui peut venir en jean, ça va. La joueuse qui a un problème en quart de finale de championnat du monde avec un truc vraiment similaire à lui, parce que bon, c'est encore de juger s'il y a des sneakers, c'est des règles qui sont débiles, hein, par ailleurs. Mais et là, tout d'un coup, il n'y a plus de boycott, il n'y a plus de problème. Et puis après, on va en finale du championnat du monde avec Nepomniachtchi. Et puis les petits arrangements entre copains, on va faire des nuls à l'infini pour se partager le titre. Enfin voilà, on est au-dessus des règles. Et derrière, je fais mon freestyle chess que je chapote. Mais là, le dress code est encore plus strict que la FIDE. Donc bon, t'as un côté. Ah, au freestyle chess, le dress code est. Ouais. Parce que tu as des vestes obligatoires. Alors, c'est design, c'est bien, hein, pour le coup, ils ont des vestes en velours, et c'est assez sympa, moi je suis plutôt pour ce truc-là, mais je veux dire, tu as carrément des vêtements imposés. On a un gros problème, c'est que le circuit professionnel est nullissime. Il n'intéresse pas assez, tu trouves? Non, mais il est juste mal foutu. Enfin, il y a tellement d'engrenages qui se mettent ensemble que c'est très difficile de prendre le sujet. Enfin, tu vois, on fait des focus, mais en réalité, pour comprendre aussi pourquoi le contenu un peu facile fait pas passerelle pour le contenu haut niveau, on a parlé du côté un peu créateur ou quoi, mais évidemment, il faut aussi le rattacher avec le contenu, avec les circuits proposés, qui sont très mauvais. Et en fait, les deux sont quand même liés. Donc là, on a touché qu'un petit secteur. Ouais, tout à fait. Toucher l'autre. Bah, très bien. Écoute, on a fait une séquence qui a bien plu dans le premier épisode. C'est le moment un peu chiffre, le moment tableau qu'on va amener maintenant sur le plateau. Donc toi, tu as vu quand même pas mal d'évolutions dans le milieu.
depuis le temps que tu es là. Ouais. C'est tellement vaste les échecs. Exactement. En fait. Il y a Donc là, tellement de problèmes à tous les échelons, mais surtout l'échelon professionnel, on va avoir beaucoup de choses à dire. on a ce fameux tableau blanc. On va parler un peu chiffres. Le premier élément, c'est que tu t'es lancé. Alors nous, on avait noté sur Twitch en 2013, mais en fait, tu dis que c'était avant. Avant, ouais. Voilà. C'était plus ou moins quelle année, tu penses? C'était pas ma chaîne perso, ça doit être 2012 en fait. Ah ok, donc pas longtemps avant. 2012. C'est simple, c'est juste à la fin de Justin TV en fait. Et pourquoi tu t'es lancé dessus? Est-ce que c'était pour justement avoir une présence en ligne dans l'idée peut-être je sais pas, de coacher en ligne Est-ce qu'il y avait une idée un peu de ce style-là? Alors non, j'étais assez fan d'un gars qui faisait du contenu qui s'appelait Chess Network à l'époque, qui s'était lancé sur YouTube, qui fait encore aujourd'hui du contenu d'ailleurs, assez sympa. N'hésitez pas à aller check sa chaîne, mais c'est tout en anglais et il n'y a pas de caméra. Ah ouais. J'en ai jamais vu, j'ai déjà écrit plusieurs fois, mais je l'ai jamais vu. Ok. Et moi, j'avais un... Le Batman des échecs. Ouais. J'avais un bon taf à l'époque, j'habitais à Moscou, mais un peu frustrant parce que... T'étais dans quoi? Je m'occupais d'un club d'échecs pour personnes richissimes, mais il y avait pas souvent de monde qui venait, puisque tu sais, c'est un truc un peu exclu, tu sais, comme ça, où le gars qui vient, faut vraiment... Enfin, s'il vient, faut qu'il y ait quelqu'un, tu vois. Okay. Mais du coup, en fait, t'es un peu payé pour attendre qu'un mec vienne passer 1 heure sur les 7 ou 8 heures de taf que tu fais dans la journée. Okay. Parce que quand le gars va venir, il ne faut pas qu'il attende 10 minutes, tu vois. C'est des gars qui sont ultra blindés, quoi. Qui sont très riches. Et tu as des anecdotes, tu me rends hyper curieux. Tu as des anecdotes un peu de trucs qui se sont passés avec des gars... pour Internet. J'ai des belles anecdotes, mais pas pour Internet. Okay. Et donc, j'étais un peu frustré, si tu veux, d'être payé, de ne pas pouvoir partager ma passion des échecs. Et quand je rentrais le soir, tu vois, il me manquait, j'avais cette envie. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire du contenu. Parce que je me suis dit, bon, bah, je suis payé à ne pas faire grand-chose. Ben, je vais préparer un peu de contenu sur le temps libre, ça m'occupera. Donc, j'ai commencé comme ça. Trop cool. Et c'était quoi un peu ton premier job, le premier job que tu as fait? Est-ce que c'était celui-là ou tu faisais des trucs avant Non, alors j'ai joué au poker pour gagner ma vie. Job le plus marrant dans mes premiers jobs, j'ai travaillé 6 mois dans une galerie d'art. Parce que tu aimes bien l'art ou tu as une opportunité? Non, j'ai une opportunité parce que comme j'habitais en Russie, que mon niveau d'études est néant, si tu veux. On est deux. On est deux, bravo. Mais le fait d'être trilingue et surtout de parler russe avec un accent français assez prononcé, ça m'a permis de travailler donc, dans une galerie d'art parce que, tu vois, t'es français. Enfin, donc, cool. Bon, il y a de l'art, donc, tu connais quelque chose? Non, mais le romantisme français. Je suis français, donc forcément, je connais mieux l'art que toi. T'as bac plus 5 en art, moi, je suis français. Ça gagne à tous les coups. Ouais, c'est ça. C'est le joker. C'est ça, donc j'ai trouvé ce job parce que, voilà, vraiment parce que j'avais un accent français. Trop marrant. Mais je me suis un peu passionné. Je ne suis pas un passionné d'art encore aujourd'hui, mais j'ai appris à aimer l'art grâce à ce boulot. Okay. C'était un de tes premiers jobs, ça? Oui, un de mes premiers jobs. Et du coup, c'est hyper intéressant, vraiment. Et si tu n'avais pas eu la carrière que tu as maintenant, tu penses que tu aurais fait quoi? Non, mais je pense que j'aurais vraiment été prof d'échecs au final, parce que j'aime vraiment. Ouais, je sais pas, mais je pense, ouais, j'aurais fait... Trop bien. Ou des trucs dans les échecs quand même, parce que ça reste quand même ma passion, mais pas joueur. Ok. Ça, c'est sûr. Bah écoute, la transition parfaite pour vous parler du partenaire de cette vidéo, Ronstad. Ça, c'est moi. J'avais 16 ans et je rêvais d'une seule chose, m'acheter le tout dernier MacBook Pro pour faire de la musique. Mais bon, qu'on se le dise, c'était bien trop cher. Nouvelle mission débloquée, trouver un job. Et c'est là que Ronstad rentre en jeu. Il t'aide à comprendre les offres du marché, savoir vers quoi t'orienter, et le bonus, ils ont actuellement plus de 17 500 jobs dispo. Alors va voir le lien en description. On va passer maintenant au tableau. Ouais, voilà, alors, c'est le moment tableau. Le premier truc qu'on fait, c'est... Est-ce que tu peux nous partager un peu les différents revenus? Alors, pas les chiffres, on ne t'attend pas là-dessus, mais tu sais, un peu les proportions. Donc, du YouTube peut-être, est-ce qu'il y a des partenariats? On sait qu'il y a des livres, des tournois. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses aussi? Est-ce que tu peux nous parler des différentes proportions que tu as, si tu veux bien? Ouais, non, il n'y a pas de souci. Tu vois, je dirais YouTube, 50%. Donc ça, c'est vraiment les revenus des AdSense, donc les pubs qui sont affichés sur YouTube. AdSense. Okay. C'est pas mal, hein? Twitch, ça doit être 25%, à peu près. Alors, et ouais, non, même moins, 20%. Et là, c'est avec les gens qui s'abonnent. Ouais, ça, c'est les subs et les streams. Très bien. Et j'aurais dit le reste, tu vois, donc partenariat, sponsor, livres, enfin tout le reste cumulé, 25%. Ok.
Et là-dedans, les livres, il paraît que c'est pas facile de bien gagner sa vie avec les livres. Alors ça, je peux te le dire très franchement. Ok. En plus, les gens peuvent même trouver. Enfin, je veux dire, c'est même pas une Ouais, information bien sûr. secrète. Les livres, en fait, le seul qui est vraiment rentable, vraiment très rentable même, c'est mon premier livre, Gagner aux échecs, qui est le livre, premier livre que tu achètes quand tu vas apprendre les échecs. Celui-là, il a été vendu, je sais pas, il doit être déjà à 60 000 Waouh, ventes, bravo. rien qu'en France. Ça fait Je combien de temps pense, que c'est 50 000. Il est sorti il y a 5 ans. Ok. Il a été traduit en allemand, en néerlandais, je crois, en roumain, Bravo. en italien, et en plus, il est réimprimé. Et là où je suis vraiment content de ce livre-là, il a même été traduit en anglais, c'est que il marche bien dans les pays où je ne suis pas connu. Donc dans tous les autres pays, mis à part les pays francophones, il marche quand même bien, il y a des très bons retours. En fait, j'ai un ami, Samy Robin, il faut le dire, c'est lui qui a vraiment écrit le livre. Ok, donc tu as coécrit avec... Ouais, moi j'ai plutôt fait le côté un peu échec, et Samy a une plume extraordinaire. C'est donc lui, les mots qui sont posés sur le livre viennent de lui, et il a très bien écrit. Puis ce livre-là, il est très rentable. C'est comme une rente, tu vois. Je pourrais payer un petit crédit pour acheter un appartement avec. oui. Alors pour le moment, parce que après les livres, tu sais jamais, ça peut sûr. s'arrêter tout d'un coup. Et oui, et dans les 25%, là, ouais, il y a un peu de commentaires de tournois aussi. Je t'ai dit que je faisais les commentaires officiels. Alors tu vois, ils sont un peu des deux côtés, parce que comme les commentaires officiels sont sur Twitch, dans mon cerveau, Ok. je fais du Twitch. Parce que tu vois, que je sois sur ma chaîne à commenter un tournoi. C'est ça. ou Donc tu es sur la payé chaîne en officielle. fait pour commenter. Commenter, ouais. Ok, ça c'est Ouais, pas mais mal. du coup, quand je suis pas sur ma chaîne perso, je suis payé. Mais bon, tu vois, moi, je le compte dans ma tête. Et les tournois, par exemple la Big Cup que tu organises, Alors est-ce là- que ça rentre dedans? Alors là, ça me coûte de l'argent. Donc c'est moins. Il faut C'est moins. montrer un- Des caps, c'est Ah, ok. À partir de quel moment c'était viable pour toi, ce business-là de créateur de contenu? à partir de 2020. 2020? Ouais, le Ok. confinement. Dès le confinement, en fait. Attends, mais ça te fait quand même pas mal d'années sans être viable. Hein. J'ai fait 6 ans sans monétiser mon contenu. Waouh! Attends, tu n'activais pas la monétisation? Vraiment, ça faisait 10 € par mois. Ah, quoi. ok. Mais bon, 10 € par mois, bon. Bah, c'est pas assez, quoi, ouais. Ok, waouh! Ouais, bon, enfin... Et à partir du moment où ça a commencé, tu te souviens un peu de ta réaction à ce moment-là? Est-ce que c'est venu en un coup ou est-ce que c'était vraiment petit à petit les revenus qui commençaient à monter? En fait, ça a un tout petit peu monté peut-être à partir de 2019. Mais bon, tu vois, 2019, je gagnais peut-être, je sais plus, mais peut-être 500 € par mois. Ok. 500 € par mois, c'est un peu... compliqué, Je ouais. faisais 3 streams par semaine, 6 vidéos par semaine, 500 €. T'as eu des doutes à un moment? Tu t'es dit, voilà, il faut que j'arrête en fait. Il faut que je refasse un autre. Pas du tout. C'est vrai? Non. Comment ça se passe? C'est pas normal. Toi, tu croyais, il y avait un truc, tu t'es dit. Mais non, mais j'aimais ce que je faisais, j'y pensais pas, tu Ok. vois. Enfin, j'avais confiance en Zizou, les arrêts de jeu, les articles, tout ça, tu vois. Enfin, non, mais je peux pas te dire. En fait, je savais que c'était bien ce que je faisais. Puis ça me faisait plaisir. Et puis, tu vois, je donnais quand même... là, on parle vraiment de la création de contenu. À ce moment-là, quand même, Ouais. je commençais à donner un peu des cours, etc. Donc, Ouais. non, tu vois, on va dire à partir de 2016-2017, c'était quand même utile pour moi, dans le sens où ça me permettait de faire de la pub pour donner des cours. Mhm. Et tu vois, à l'époque, les cours d'échecs, je me rappelle, les cours d'échecs, mes élèves facturaient 25 € de l'heure. Parce que les échecs n'avaient pas eu le boom, et donc Ouais. un cours d'échecs, c'était 25 €. Aujourd'hui, tu veux un cours d'échecs avec quelqu'un qui a un bon niveau, tu vas être à minimum à 45-50 €. Tu vois, ça fait une grosse différence À entre fond. 25 et 40. Ah bah, À l'époque, de j'aurais eu fou. 40 € de l'heure, je t'aurais dit, je suis le roi du pétrole. Bah, c'est fou. T'as pas mis le poker dedans? C'est un moins ou c'est un plus? Le poker, je joue plus du tout. Ok. Une raison simple, je suis incapable de jouer au poker si j'ai pas plusieurs semaines libres devant moi. Ok. Ça me rend fou la variance. Et je peux pas. Si je joue pendant 3 heures au poker, j'ai l'impression que c'est un jeu de chance, ça me dégoûte. En fait, Ouais. je gagnais correctement ma vie, mais je comprenais que, tu sais, c'est un genre, tu sais, t'es dans une impasse. Genre, pour le moment, il n'y a pas de mur encore, mais le mur, il va arriver. On parlait du silence des médias traditionnels. Toi, tu as eu des propositions de médias tradis pour hoster, pour animer des événements? Non, on avait fait une fois un truc avec l'équipe TV Internet, Ok. mais c'était ils venaient récupérer un AMD, en fait, qu'on avait, et c'était rien de vraiment particulier. Mais non, on n'a jamais eu de médias. C'est quelque part un de mes grands regrets, parce que tu vois, franchement,
sur des compétitions comme des championnats du monde de Blitz ou sur des compétitions comme les candidats, franchement, je suis chaud bouillant. Ok. Et comment t'expliques ce silence un peu Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de gros tiens, médias, tu vois. Fantastique. Ouais. Très bien que tu dises ça. Tiens, Ouais. tu m'as fait penser à un truc. Regarde là, tu dis il y a le boom des échecs et tout. C'est vrai, hein, sur les réseaux. Sur les réseaux. Sur les réseaux, etc. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un s'intéresse? Tu vois, on parlait, là, il y a des grosses compétitions. Ouais. Il n'y a pas un média qui en parle. Mais oui. Tu vois, c'est ce que je te dis. C'est Et vrai qu'il y a un bout des échecs, mais en fait, ça va jamais dans le... Ouais. Tu vois? Limite avant, pour faire le lien avec ce que tu expliquais au début de l'émission, quand c'était plus politisé, j'ai l'impression que c'était à fond dans les médias Ouais. traditionnels. Et maintenant, il y a une espèce de silence radio. Et c'est ça qu'il faut pour populariser les échecs, une bonne guerre. Non, ça en cut. Ça, Surtout que là, t'as un peu, c'est cut, hein, mais t'as un peu tous les bons éléments là. C'est vrai que la petite confrontation, tu vois, Chine-États-Unis. Allez, Je sais les pas si droits on de cut, on cut pas, on verra après. Donc pas de proposition de médias traditionnels et toi-même tu comprends pas trop ce silence. Non, mais après, tu vois, je comprends que ça intéresse pas trop. C'est plus un regret qu'une Ouais, incompréhension. c'est ça. C'est plus un regret parce que, tu vois, il y a vraiment des belles choses à faire. Ouais. Il y a quelques événements qui sont sympas. Et puis, tu as des chaînes, je pense à l'équipe TV, là, naturellement, parce que je consomme le contenu. Mais tu vois, ils commentent la Ligue des Champions sans les caméras. Ouais. Je veux dire, sur un truc d'échecs un petit peu sympa, si on met un peu le feu, qu'on a un beau plateau, on peut faire des choses très, très, très amusantes. Je me demandais, avec ce manque de communication dans les médias tradis, sur les réseaux, c'est en train d'exploser, on le dit. Est-ce que les pros, ils gagnent bien leur vie aujourd'hui? C'est le top combien qui gagne bien sa vie? Ah ouais, là, ils gagnent, mais genre très bien leur vie. Genre là, le tournoi qu'il y a eu à Paris, qui a duré 8 jours, Ok. dis-toi qu'il y avait 690 000 € de prix. Waouh. Pour le premier ou les trois premiers? Globalement, le Globalement. premier a gagné 200 000, c'est Carlsen qui a remporté le tournoi. Je crois Carlsen, il est millionnaire, quoi. que, ouais, Ok. Naka aussi. Et, non, ils gagnent très bien leur vie. Si tu veux, c'est le premier tournoi dans l'histoire des échecs où il y a des mecs qui sont payés pour ne pas jouer. Ok. C'est-à-dire que si tu es plus de 27-25 feeds et que tu n'es pas invité, les mecs t'envoient un peu de fric en disant tu pouvais pas venir parce qu'on n'a pas assez de place. Donc tiens, prends un petit chèque comme ça. Ça, on n'avait jamais vu, c'est une nouveauté. Ah, c'est fou. Ouais, c'est exceptionnel. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ils ont fait une très 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 grosse levée de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros. Avec quand même un pic audience pour la finale, entre guillemets en audience réelle, sans les ondes, à 6000 viewers quand même. Ah ouais. Donc tu as l'impression que c'est c'est très un peu. peu une bulle aussi, qui sont un peu peut-être surpayés ou Mais sur... j'ai réellement fait plus de viewers sur un Title Tuesday il y a 10 jours, un mardi, quoi. Non, mais... Et t'as levé combien, toi? 0. Non, si, j'ai fait 37. Mais on peut mettre tes contacts si tu veux lever un peu. Non, Il y a des investisseurs. Je crois que j'ai fait peut-être 20-25 subs et 5 primes. Quand même. mais non, mais tu vois, c'est ça qui est génial avec les échecs. Ce que je dis, c'est qu'il y a le boom, donc il y a plein d'investissements. Et là encore, on est sur une compétition avec des joueurs de haut niveau et tout. Bon, c'est freestyle, c'est des règles un peu spéciales. Mais tu vois, quand tu me disais, est-ce que les chiffres, il y a une augmentation ou quoi, bah tu regardes, 6000 joueurs en anglais. Mais hyper intéressé de voir si ça va avoir un effet dans le temps. Tu vois, est-ce que les investissements de maintenant vont payer dans les plusieurs années, Ouais, tu vois? voilà, ça tu vois, pareil par rapport à notre conversation de tout à l'heure, c'est aussi ça. Est-ce que les gens qui ont découvert les échecs comme ça vont venir à s'intéresser dans un Exactement. deuxième temps au haut niveau? Ça, c'est une vraie question. C'est Tu vois, une il vraie faudrait quasiment qu'on se revoie, tu vois, en janvier prochain, à la Toutes fin de les la semaines, saison. Kev, toutes les semaines. Mais tu sais que je vais venir m'installer à Paris pour toi. À Bruxelles, j'habite à Bruxelles. T'habites à Bruxelles. Oui, mais bon, on a le studio. C'est pas faux, c'est pas faux. Et est-ce que l'argent, c'est tabou dans le milieu des échecs? Parce que là, je parle d'argent un peu, pas vraiment ouvertement, c'est pas comme si on donnait plein de chiffres ultra précis, mais est-ce que c'est tabou dans ce milieu? Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que les prix que les joueurs gagnent en tournoi, généralement, tu peux les trouver de manière complètement transparente sur Internet. Donc non, c'est pas tabou. Les joueurs de niveau, tu me demandais combien gagnent bien leur vie. En fait, ouais, c'est ça, c'est que t'as le haut de la pyramide, on va dire le top, 30. On va dire le top 4-5 là gagne vraiment super bien, mais vraiment c'est en millions. De la 5 à la 20e place, c'est encore bien. 20 ou 30e, on va dire, ouais, ça commence déjà à être un peu plus sec, quoi. Okay. Et après, au-delà de la 30-40e place mondiale... c'est pas beaucoup, en fait. Hein. Ouais, non. En fait, c'est vachement resserré sur... C'est resserré. Mais par contre, ceux qui sont vraiment en haut... Écoute, je vais te poser 2-3 questions un peu au tac au tac. Vas-y. Et tu réponds pour l'instant juste par oui ou par non. D'accord. Okay. Est-ce que tu as déjà annulé un rendez-vous pour finir une partie? Non. Est-ce qu'il y a un projet Carlsen pour ta petite fille? Non. Est-ce que tu serais triste si elle détestait les échecs? Non. Est-ce que tu penses arriver aux millions d'abonnés un jour sur ta chaîne principale? Non. Parce que t'es pas loin.
Alors, Non, sur la chaîne facile, oui. facile, oui. Sur la chaîne facile, million, oui. Mais chaîne principale, non. Est-ce que tu penses arriver aux 10 millions un jour? Non. Maintenant, quelques petits dilemmes. Tu réponds l'un ou l'autre. Chess.com ou Lichess? Chess.com. Carlsen ou Kasparov? Carlsen. Coaché ou animé? Animé. Twitch ou YouTube? Twitch. Blanc ou noir? Blanc. Échec ou poker? Échec. Commentaire ou compétition? Commentaire. Magnifique. On a remarqué qu'il y avait vraiment dans les échecs cette volonté d'être de plus en plus cool. Il y a un lien même avec les jeux vidéo. Là, tout le monde s'essaye à des nouveaux formats, des nouvelles règles. On en parlait un peu avant avec les freestyle chess. Tu commences avec les pions pièges, dans tous les sens, etc., etc. Alors, pour poser le contexte, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemblait le circuit de compétition il y a 10 ou 20 ans pour poser le contexte? Après, on va parler versus maintenant. En fait, ça va pas trop changer. Tu vas voir. En fait, donc, les échecs ont un circuit, on va dire, traditionnel, qui est le circuit de la Fédération internationale des échecs. On va prendre il y a 10 ans, parce qu'au moins, on va éviter les changements de règles. Donc, ce circuit traditionnel, il est très simple. On a un champion du monde. Donc, le champion reste champion. Là, lui, il est assis sur son trône. Il est bien. Il attend. Pour pouvoir le défier, il faut se qualifier. Pour pouvoir arriver en duel contre le champion du monde, donc qui lui t'attend peinard. Hein, un Kasparov à l'époque, par ou exemple. Carlsen. Carlsen, ça fait tellement longtemps qu'il est devant. Mais Kasparov, qui t'attendait tranquille. Il était là sur son trône. Allez les gars, débrouillez-vous. Comment est-ce que tu l'affrontes? Pour l'affronter, il faut que tu gagnes un tournoi qui s'appelle le tournoi des candidats. C'est les candidats pour aller défier le champion. C'est un tournoi qui regroupe 8 joueurs qui se joue en double ronde. Ils s'affrontent 2 fois. Le vainqueur de ce tournoi-là va affronter le champion du monde. Maintenant, comment tu arrives aux candidats? Tu as des qualifiers, c'est la Coupe du Monde, qui là prend 3 places, mais ça change à chaque fois, et le Grand Suisse. Alors, quel est le problème de tout ce schmilblick-là? Vous allez très vite le comprendre. C'est que, en fait, donc un match de championnat du monde, un candidat, un Grand Suisse et une Coupe du Monde. Okay. D'accord? C'est une fois tous les 2 ans. Le Grand Suisse, ça dure 12 jours. La Coupe du Monde, ça dure 3 semaines. Les candidats, ça dure 2 semaines. Tous les tournois que tu as autour, donc que tu peux voir les grandes chess tours, les machins, les trucs, ne servent que à l'élo, mais qui lui-même ne sert pas à grand-chose. Donc en fait, on passe notre vie, quand on suit le système pro, à dire « Ah ouais, non, là, là vous avez regardé l'émission, là, vous allez me voir commenter le Grand Chess Tour Bucarest. Ok. On va vous en fait, il n'y a pas énormément d'impact, c'est ça que Voilà, tu on va veux vous dire. demander « Ouais, le champion Bucarest, Kev, putain, le Grand Chess Tour, c'est le circuit, machin. » Si tu gagnes le Grand Chess Tour, tu te qualifies. Parce que c'est en plus un gros circuit de tournoi, il y a beaucoup d'argent, il y a les meilleurs. Donc tu dis que tu gagnes le Grand Chess Tour, tu te qualifies au candidat. Aucun rapport. Parce que moi, j'ai vu, il y avait le freestyle chess. Ouais, alors ça sert encore moins à rien, parce que là, ça compte même plus pour le Hello. Ok, donc là, il n'y a pas le Hello et ça ne te qualifie pas. Et ça sert à rien. J'ai vu qu'il y avait du hybride que tu proposes aussi, c'est aussi de Ouais, l'alternative. alors ça, je suis le seul tournoi. Ça, on en reviendra. Ok. C'est le plus grand tournoi hybrido. Ouais, c'est fou ça quand même. Ouais. Il y a du chess boxing, des gens qui se battent en boxe. Ouais. Ah non, c'est c'est bon. beau, ça. Ça, c'est beau. Donc il y a plein de formats différents. Il y a un peu cette volonté aussi de réinventer les règles, on en parlait Ouais, plus tôt. ouais. Mais là, j'ai envie qu'on s'intéresse à pourquoi il y a cette volonté. On remarque actuellement, il y a la Kings League. Ils essayent de réinventer le football. Donc au lieu d'être à 11, c'est à 7. Ouais. Tu lances des dés, il y a des jokers, etc. J'ai pas du tout kiffé ça. Tu vois, il y a vraiment actuellement cette volonté. J'ai noté quand même le paddle et le tennis, c'est un peu différent, mais ouais. tu vois, il y a un peu ce truc de réinventer. Et toi, t'en penses quoi de ces changements de règles? Aux échecs, Ouais. je les comprends pas, en fait, juste. Ah ouais? Alors, je les comprends pas. Je les comprends. Hmm. Il se trouve qu'en tant que joueur, si j'étais joueur, je préfère jouer au freestyle chess. Moi, personnellement, Ah ouais? en tant que joueur. Ah, c'est plus fun pour toi? Ouais, parce que t'as pas de taper toute la préparation des ouvertures, qui est ultra chiant et ultra monotone. Mhm. Par contre, quand je regarde une partie, j'en discutais avec un ami l'autre jour, même moi, avec mon niveau, déjà regarder en différé, enfin regarder après coup une partie de freestyle chess, ça m'intéresse absolument pas. J'en ai rien à faire, Ok. de 1. Parce que Donc voilà. plus fun à jouer, mais pour toi, À un peu regarder, inutile à regarder. inintéressant à regarder. inintéressant, ouais. Et tu vois, même moi, tu vois, à mon niveau, bon, qui est plus important que la plupart des gens qui suivent, Un tout petit je peu. peux pas prendre une partie en cours. Ok. Je suis obligé de regarder du début à la fin. Ah. Sauf qu'une partie, ça dure 1h30. Ils font des matchs aller-retour, ça va durer 4 heures. Je vais pas passer 4 heures pour regarder un match. En fait, tu sais, ça me fait penser à quoi? Normalement, c'est fait pour. C'est comme ça que je le comprends. Tu me dis si je me trompe.
faciliter l'accès, que ce soit plus fun à regarder, etc. Et en fait, tu es en train de nous partager que finalement, ça ne permet pas de ramener cette compréhension et donc des nouvelles personnes, des nouvelles communautés. C'est plus compliqué, limite, à comprendre. En fait, c'est marrant. Il n'y a que les gens qui jouent très mal aux échecs, qui viennent de commencer et qui ne sont pas investis dans le jeu, ils pensent que c'est plus facile à comprendre parce qu'il y a plus d'ouverture, je ne connais pas les ouvertures, c'est plus simple. Mais le truc, en fait, c'est que non, tu vois, tu as cet a priori de base, qui est plus ou moins logique. Mais après, dès que tu joues un peu aux échecs, que tu as pris 2-3 ouvertures, tu as des points de repère. Là, le 960, on t'enlève tous tes points de repère. Et au-delà de ça, autre truc, tu vois, moi, je parle... On fait des cours, on fait machin, dès que tu as un petit niveau aux échecs, tu vois, on parle d'une partie d'un gars, tu vois, je te parlais Caruana MVL. Ok, tu vois, Caruana MVL, la partie où j'étais un peu en feu. Ok, c'est Najdorf puis empoisonné, la variante. Tu vois, je peux dire à un pote, tu te rappelles, là, puis empoisonné, machin. Ah ouais, il y a des repères. Ouais, le con, prépa de 24 coups et tout. Mais je peux te citer, tu vois, nous, on cite plein de parties ensemble. Ah ouais, Carlsen-Nepo, le match champion du monde, t'avais toutes les catalanes, les E4-5 à la con. Et c'est vrai machin. que même quand tu viens de commencer, tu as tous ces repères d'ouverture, tu comprends un peu les structures. Non, mais imagine, là, je vais écrire à mon pote Fab et lui parler de la partie d'hier. Je vais parler comme on se parle, tu vois. Je vais lui parler de la partie hier, Carlsen-Naka. D'habitude, on se parle entre nous, on se dit ouais, bon, ok, le con a envoyé E4, ah ouais, l'autre, il lui joue une calache, 12e coup, il a fait la prépa, tu sais, la ligne avec F5 là. Moi aussi, j'envoie ce genre de message. Voilà, tu vois, on se parle comme ça, il lui fait la ligne avec F5, et puis bon, l'autre, il a gaffé, comme d'hab, bon, voilà. Là, si je veux lui raconter la partie de 960, je peux pas. Ouais. Il ne connaît pas la position de départ, donc donc à part lui dire oui, bon, l'abruti a fait une gaffe au 36e, il a donné une pièce, tant mieux, et l'autre a gagné, tac, on est très heureux, tu vois. Mais je peux même pas lui raconter la partie. Je peux pas avec des mots te dire ce qui s'est passé. Il y a une autre grosse news qui est tombée, les échecs rentrent dans l'e-sport. Ouais. Alors là, moi de base, j'avoue que j'ai pas trop compris. Je me suis dit mais ça veut dire quoi ? Tu vois, ça veut dire quoi, les échecs rentrent dans l'e-sport ? Est-ce que tu peux un peu nous l'expliquer et nous dire aussi ta vision par rapport à ça ? Alors ça, pour le coup, j'aime bien ce qu'ils font. Donc les échecs rentrent dans l'e-sport parce qu'on joue beaucoup sur Internet maintenant aux échecs et ça reste un jeu de stratégie. Donc il y a quand même cette idée de se dire, on n'est pas vraiment un sport. D'ailleurs, on ne rentre pas dans les Jeux Olympiques ou ce genre de compétition. On n'est pas vraiment un jeu non plus. En fait, on est un peu tout et rien. Okay. Moi, j'ai un ami qui dit qu'on a un art martial. Parce qu'on est un peu un sport, un peu un art et un peu un combat. Donc en fait, on a un art martial, bon, pourquoi pas. Mais donc, on est un peu nulle part et donc on est vu se greffer un peu comme ça dans cet e-sport. Ça devient un jeu vidéo. Mais je trouve que on est tout aussi proche d'un jeu que d'un sport. Et donc finalement, comme les jeux aujourd'hui, c'est plutôt des jeux vidéo et puis que nous, en plus, on joue vraiment sur ordinateur, du coup, pourquoi pas être genre en mode jeu de stratégie e-sport. Ça va être les mêmes règles. Les mêmes règles, c'est du 10 plus 0, c'est sur ordi. Et en plus, pour le coup, moi, je 10 plus 0, ça veut dire que tu as 10 minutes au début à la pendule. Et 0 de rajout. Voilà. Et à chaque fois que tu joues, il n'y a pas de rajout. Pas de rajout. Voilà. Et un autre truc qu'il faut dire qui est important, c'est pour ça moi aussi que la backup, je la fais sur ordinateur au-delà d'autres idées, mais c'est que quand tu joues en 3 minutes, par exemple, sur un échiquier, c'est très difficile à arbitrer. Parce que c'est le bordel. À un moment donné, il reste 5 secondes aux deux joueurs et tout le monde fait tomber les pièces. Enfin, tu vois, c'est très chaotique. Et le fait de jouer sur ordinateur dans les parties vraiment rapides, ça permet qu'il y ait un cadre. Parce que tu vois, aux échecs, normalement, il y a une pendule, mais normalement, tant que je n'ai pas appuyé sur la pendule, tu n'as pas le droit de commencer à bouger. Okay. Mais ce qui se passe, c'est quand il te reste 5 secondes que le mec vient de faire ça, toi, tu n'attends pas complètement qu'il appuie sur la pendule, tu commences à bouger. Ouais. Et donc, ça crée un truc un peu chaotique. Des fois, les pièces volent. Quand tu fais une prise qui est mal faite, tu vas quand même laisser la pièce sur l'échiquier. Et puis, c'est là où il y a un art martial parce que tu te balances les pièces aussi après. Non, mais tu vois, par exemple, admettons, tu vois, il me reste peu de temps, je fais une prise comme ça, tu vois, et la pièce, je la rate un peu, tu vois, au moment de la clipper. Là, l'échiquier n'est pas terrible, petit, mais au moment de la clipper, tu vois, je vais la laisser glisser. Par réflexe, je vais appuyer sur la pendule et je vais la reprendre. C'est interdit, mais tu vois, quand tu arbitres, à un moment donné, ça devient compliqué. Puis il y en a un qui fait ça, donc l'autre, il va faire ça. Puis les pièces, normalement, tu es obligé de les mettre bien au milieu des cases. Du coup, quand tu n'as plus beaucoup de temps, tu ne vas pas aller vérifier si tu as bien posé le pion au milieu ou si le pion il est un peu en bordure. Donc, ça devient un joyeux bordel et ça devient très difficile à arbitrer. Donc, l'e-sport permet de cadrer. Ça cadre parce que du coup, c'est sur ordinateur. Tu envoies ton coup, l'autre le reçoit et ça t'évite un peu ce moment. J'ai l'impression que ça permet aussi d'avoir un circuit un peu plus facile à comprendre, avec les top players
les Magnus Carlsen, champion du monde, Hikaru, etc., qui rejoignent des équipes e-sport, Ouais. avec Team Liquid, Falcons. Moi, je les appelle les liquides, mais Ah, les liquides. ça me fait marrer les affiliés liquides. Comme il n'y a pas de joueurs français dans leurs équipes, en fait, j'aime bien un peu, tu vois. Ouais, regarde. Et MVL qui rejoint Vitality. Donc la France dans une équipe française. et Les Windsor. et donc j'ai l'impression que ça va permettre de créer un circuit peut-être un peu plus logique, un peu plus facile à comprendre. Et est-ce que c'est pas ça le format un peu ultime avec des on peut imaginer comme des World of League of Legends chaque année, avec un, tu vois. Moi j'ai de l'espoir là-dedans. Moi j'aime bien ce qu'ils font. Je trouve que c'est vraiment ultra positif. C'est sympa. Après, on a du coup le championnat du monde que tous les joueurs d'échecs, entre guillemets, on respecte. Tu vois, c'est Gukash qui est champion du monde, le truc fit dont je t'ai parlé. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça fait centaines d'années que enfin, les formats ont changé, mais tu vois, ça remonte à Steinitz, premier champion du monde. Tu vois, il y a une lignée de champions du monde. On arrive jusqu'à Gukash. Ça, c'est la lignée, entre guillemets, officielle. Voilà. Là, on met pas de jeans. Ouais. Peut-être on pourra en mettre, mais en tout cas, ça, c'est la lignée, tu vois, vraiment. Ok. Tu gagnes ça, t'es vraiment champion du monde. T'as le championnat du monde de Blitz, donc ce qu'avait gagné Maxime, ça c'est une fois tous les ans. T'as le championnat du monde de rapide, et maintenant t'as le championnat du monde d'e-sport. Le truc, ça fait un peu trop de champions du monde. Je comprends. Donc quand tu gagnes les Worlds d'e-sport, est-ce que c'est plus important que le championnat du monde de Blitz? Ouais. Quand même pas. Mais est-ce que tu es vraiment champion du monde? Tu vois, il y a aussi eu le débat, je me rappelle sur le chat. Moi après j'aime bien un peu troll, mais tu vois, Maxime, il est champion du monde, mais tu vois, champion du monde de Blitz. Et genre champion du monde de Blitz, mais c'est vraiment champion du monde, tu vois. Ouais. C'est pas, Il y a plein de catégories. il y a du des coup, on peut se catégories, perdre puis en un fait, il peu. n'y a qu'une vraie catégorie en soi. Ouais. Et les autres, c'est un peu des titres. Alors évidemment, c'est hype, t'es content. Puis en Bien plus, sûr. Maxime, c'est le premier joueur français non naturalisé, etc., qui a un titre de champion du monde puis dans ça- une catégorie. Ça permet dans un milieu, tu le disais, qui est pas facile, c'est pas facile d'en vivre, c'est pas facile de gagner de l'argent. Bah, tous ces tournois alternatifs permettent d'en vivre aussi de Oui. manière plus décente. Et il y a une partie de cet argent qui est forcément, j'imagine, réinvesti d'une manière ou d'une autre. Ça permet de faire vivre aussi. Donc moi, je suis assez curieux de voir dans quelques années. Et j'ai l'impression que ce tournoi, moi, j'ai un peu cet espoir que ce tournoi e-sportif va apporter encore plus de lumière parce qu'il y a des grosses communautés de fans derrière Vitality, Team Liquid, Falcon, peut-être un jour même des Carmine Corp, etc. Et on attend la casser. Bah, d'ailleurs, si toi, tu as une proposition de Carmine Corp, Vitality, Gentlemate ou d'autres clubs e-sport, tu rejoins qui en tant que caster? Je vais être obligé, malgré tout, de dire Vitality. Parce C'est vrai que, MVL, Ah, tu rejoindrais ton pote, quoi. l'amitié. Maxime, c'est vraiment un ami. Et si demain, mais il n'y a rien au monde qui peut me faire être contre Maxime, tu vois. Ah, c'est beau, ça. C'est l'amitié. Magnifique. On a parlé des créateurs de contenu, on a parlé des pros aussi avec les circuits, tous les formats, etc. Là, je te propose un petit jeu. On va t'afficher 4 personnalités sur l'écran, sur le retour ici devant nous. Et ensuite, on va vous partager d'ailleurs, à vous les viewers, 4 vidéos. Ok ? On va devoir essayer d'associer les personnalités. Kamel 200 Hello. J'ai regardé son Hello. Arrête. Bah, j'ai regardé ses dernières parties, il était autour de 200 Hello. Tu fais quoi? J'ai fait un coaching et tout. J'ai vu qu'il y a 4 ans, tu avais fait un... Apparemment, mais après, il est super occupé. On peut quand même... Il fait 2-3 trucs avec la Carmine Corp et il gagne tout en ce moment, donc on peut le pardonner. Mais donc là, le concept, il est très simple. On a 4 vidéos de parties d'échecs, on a 4 personnalités. On va essayer de deviner quelle partie d'échecs appartient à quelle personnalité. On a Kameto autour de 200 Elo, dernièrement en tout cas c'est ce que j'ai vu. Inox autour de 1000 Elo, Damien Penaud autour de 1500, et Magnus 3000 plus, il ne s'arrête pas. Voilà. Alors, on va débattre après chaque partie qu'on va voir, mais on donne notre résultat final à la fin des 4. En tout cas, on va nous dire si c'est bon ou pas à la fin des 4. Ok ? Je suis impatient. T'es impatient? Est-ce que tu peux juste commenter un peu ce que tu vois quand tu vois un peu les parties? Est-ce que c'est une bonne ouverture, une mauvaise ouverture? Qu'est-ce que tu penses sur le moment? Et moi, je ne connais pas non plus les vidéos. Ok. C'est la prod qui a préparé, donc je vais essayer de deviner avec toi. Let's go, je suis impatient. C'est parti. Non, mais ça, c'est Kamel.
Comment tu sais? Mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi Non, mais tu ça dis veut ça? rien dire. Non, mais ça, c'est 200 Elo. Ça, c'est 200 Ah Elo? ouais, non, mais regarde, ils foutent n'importe quoi. Ils donnent des pièces en. Oh, Dame prend des 4, Dame prend un. Ah non, il prend pas la tour en 1. Ah tiens, Emile Cavalier, oh, sur un échec, mais ça va être exceptionnel. Hein. Mais attends, là, si tu veux, c'est du divertissement. C'est même pas sûr qu'il gagne avec les blancs. Il n'y a rien qui va. C'est cataclysmique. Oh là là, mais je m'attends au pire, là. Je m'attends au pire. Attends, mais là, les blancs, ils doivent gagner, là, quand même. Ouais, il peut faire patte. Pat, c'est match nul. Ouais. Vu sur le côté, les blancs gagnent. Ok. Ah ouais, c'est bon, Ça, quand c'est même. Kameto. 100%. Donc pour toi, c'est 200 Elo, c'est 200 Kameto. Elo. Ça, c'est 200 Elo. Ok. Écoute, Ça me fait mal au cœur de te le dire. écoute, j'ai l'impression aussi. Non, c'est sûr. On lance la deuxième vidéo. Ok, système de Londres. F3, G4. Ça m'a l'air un peu plus complexe. Ouais, là, c'est bien joué. E3, fou D3. C'est un système de Londres Jobava, Dame D3. Bon, ça, c'est Magnus. Donc pour. Ça, c'est Bah, Magnus. mais comment tu sais? Comment tu vois ça? Ils savent jouer aux échecs. Non, là, je sais pas contre qui c'est. La partie est assez bien, hein, pour le coup. Tu vois, il a mis les pions H4, G5, il a pris de l'espace. Mais il doit avoir les noirs, en fait, Magnus. Ah non, mais pour toi, c'est Pas le faire. d'office du 3000. Ah bah ouais, il joue bien, là. Ok. Parce que tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il donne des pièces, je comprends pas pourquoi. Non, il donne rien, et puis il essaie d'attaquer. Peut-être qu'il a les blancs, remarque. Ah bah l'autre s'est fait retourner. Bah, il doit avoir les blancs. Pour toi, Magnus aurait les blancs. Non, mais en fait, il peut avoir les deux. Je connais pas. On n'a pas la Ouais. cadence de jeu ni rien. Ah oui, Dame Ouais. D5, Dame H5, Dame H7 mat. C'est un joli. Peut-être que j'ai vu la partie, en fait. Ah ouais. Peut-être j'ai commenté la partie. Oui, j'ai commenté cette partie. Ah ouais? Le con a fait Dame F8 et il l'a maté. Donc, le premier, pour toi, c'est Kameto, je pense aussi. Moi, j'avoue que le deuxième, je sais pas C'est si c'est Magnus. du 1500 ou 3000, mais c'est vrai que ça a l'air d'être Non, quand c'est même. 3000. Non, mais fais-moi confiance, hein. C'est 100%. Bah oui, je dois te faire confiance quand même. Ouais. Je suis un peu Non, obligé. là, ça va être le plus dur. Entre Damien et Inox, Damien parce qu'en et fait, Inox. un 1000 peut surperfer Ok. et un 1005 peut sous-perf. Bon, bah, on lance la troisième Vas-y, on lance la vidéo. troisième. Hein. Inox, je pense. Avec Mais les pas trois sûr. pions comme Ah, ça. Pas sûr. Non, pas sûr. Pas sûr. Moi, ça m'a l'air d'être. Non, c'est Damien, je pense. Attends. Moi, j'ai l'impression de voir des parties non. comme ça autour de 1000 Elo. Ça, à mon avis, c'est Damien. Ouais, je pense que c'est Damien, bouffe F7. C'est hyper agressif. Ouais, non ouais, bouffe C6 c'est fou G8, c'est Damien. Ça, c'est mon Damien, ça. C'est à quoi tu vois ça? Je sais pas, je le sens. Mais on va pouvoir confirmer avec la dernière. Regardons la dernière Ok, donc et on peut switch encore. ok, pour toi, oui, on peut encore tout switch. Hein, Ouais. on n'a pas les résultats là. Et vous qui nous regardez, je suis très curieux. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez. On peut lancer la quatrième vidéo. Est-ce que c'est Inox? Est-ce que tu vas faire un 100%, un sans faute? Ça peut être Damien. Ça. Ou est-ce que tu as tout faux? Putain, non, ça peut être Damien. Je sais pas si tu vois. Là, je te fais prendre du risque. Hein. T'imagines si, J'ai. si la partie de Magnus, tu penses que c'est... Putain, c'est dur. C'est hyper dur. Vous avez été bâtard. Ah ouais? C'est hyper dur. En fait, c'est dur parce que ça joue. Les deux ont bien joué en fait. Du coup, bravo à Inox pour la partie, puisque Ouais. dans tous les cas, c'est qu'il aura surperfait. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que la personne en face, elle Elle s'est est- fait avoir facilement. La dernière, Ouais. moi, c'est plus l'adversaire. C'est très très dur. Mais système de Londres, est-ce qu'il joue ça, Inox, au blanc? Ah, C'est franchement, ça, la c'est question. dur hein, pour ceux qui nous regardaient. Il a plus de Et centre. j'appuie là-dessus. Hein. T'imagines si, en fait, la partie de Magnus, c'est Inox, si on s'est trompé Non, moi, dans... je mettrais Inox la dernière quand même. Donc, Et très bonne partie de sa part. première partie, Kameto. Ouais, ça c'est sûr. Deuxième, Magnus. Magnus. Troisième, Troisième Damien quand même. et Et quatrième, quatrième. Inox. Je Moi, vais je- rester sur la troisième. Je suis obligé de te suivre. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Est-ce qu'on s'est trompé? La preuve, est-ce qu'on peut avoir le Ouais, résultat? On veut le résultat. Mais non. Let's go. T'as 100%. Let's go. Ouais. Mais non. Mais il fallait faire confiance à la troisième. Bah, moi j'avoue que j'étais dans ton sac à dos. Hein. Ouais, mais bon, c'est bon. J'essayais de dire des petits trucs par-ci par-là, mais putain, c'est bravo. Donc toi, quand tu vois une partie de Magnus, c'est ouf, t'étais là, ok, c'est bon, je comprends, c'est un système. C'est vrai que ça a l'air beaucoup plus complexe, mais quand tu t'y connais pas, Enfin, tu sais, en fait, c'est dur. Des fois, j'ai l'impression que quand tu vois une partie de très haut niveau, ça peut être une partie de bas niveau pour quelqu'un qui s'y connaît pas, parce qu'il donne des pièces, tu comprends pas pourquoi. Ouais, non, là, tu comprends. Et en plus, là où c'était vraiment facile, c'est qu'en plus, l'ouverture que vous avez choisie, c'était un truc qui n'est pas facile à jouer. Ok. Enfin, pas facile à jouer. Il faut connaître. Et en fait, il n'y avait aucun des trois autres joueurs qui était capable de jouer aussi loin à la théorie. Parce que tu vois, c'était le seul joueur pro. Tu vois, il y aurait eu un joueur à 2400 Ok. et Magnus, ça aurait été plus dur. Genre, par exemple, moi, j'aurais pu faire le même début de partie que Magnus.
C'est possible. Parce qu'en gros, tu as étudié la manière d'ouvrir le jeu et jusqu'à un certain nombre de coups, tu es censé le faire comme ça. Et en plus, il a joué ce qu'on appelle un London Jobava, un système de Londres Jobava, qui est une ouverture relativement difficile à maîtriser. Et donc, c'était très facile. Ça aurait été un Londres classique. Bon, j'aurais quand même su, parce qu'en plus, je préparais un cours dessus, donc j'aurais quand même reconnu, mais ça aurait été plus long à reconnaître et j'aurais été moins certain. Là, il a joué un truc qui était trop rare et trop bien maîtrisé pour un niveau en dessous de 2000, on va dire. Ça aurait été exceptionnel que ce soit Inox à la place, ça aurait été juste fou. Mais bon, c'est Magnus et t'as tout deviné. Bon, on a reçu dans le premier épisode le dirigeant de la Carmine Corp, Arthur Perticoz. Il nous avait partagé une journée type d'un pro gamer. À partir de 13h, 13h30, il y a ce qu'on appelle les scrims, donc ce sont les entraînements. Est-ce que tu peux nous partager la journée type d'un joueur d'échecs? Est-ce qu'il a des exercices particuliers? Est-ce qu'il y a il se lève à une certaine heure? Est-ce que tu connais un peu cette journée type? Déjà, ça dépend des joueurs quand même, vraiment beaucoup. Vraiment du top niveau? Ouais, mais après, tu as d'énormes bosseurs. C'est un peu comme dans tout. Dans le top niveau, tu as d'énormes bosseurs et tu as des mecs un peu plus en dilettante. Donc, tu as un peu de tout. Mais globalement, on va plus parler de l'entraînement. Alors, généralement, les joueurs d'échecs, par contre, sont des gens qui se lèvent plutôt tard. Des gens qui se couchent un peu tard et qui se lèvent un peu tard. Tu as des très grands joueurs de Fall Guys aussi chez les joueurs d'échecs. Quoi? MVL, très gros joueur de Fall Guys. Les tournois sont plutôt en soirée? Non, c'est en début d'après-midi, généralement 15h. Mais les joueurs d'échecs se couchent tard, se lèvent tard généralement. Et l'entraînement, non, mais ils vont faire 3-4 heures d'échecs par jour, tu vois. Peut-être une demi-heure, 1 heure de calcul et d'exercice et 2-3 heures d'ouverture. Mais le truc, c'est qu'ils marchent plutôt par stage d'entraînement. La vérité, c'est que les joueurs d'échecs, ça marche plutôt par stage. On va dire les termes, c'est plutôt pas branler grand-chose en dehors des stages. Okay. Ça va faire de l'entretien 2-3 heures par jour d'ouverture ou tactique, mais quelque chose de light. Par contre, pendant les stages, avant les tournois, du coup avant les grosses sessions de tournois, tu peux avoir des stages de 2-3 semaines à coup de 8-10 heures par jour. Waouh! Donc ça marche plutôt Ils ont des coachs performance, des coachs mentaux De plus en plus, ouais. C'est vrai? De plus en plus. Parce que honnêtement, un sport intellectuel à ce niveau-là, il y a un moment où tu peux te brûler la santé aussi, en vrai. Ouais, c'est très violent, les échecs. Vraiment très, très violent. C'est une des autres raisons pour lesquelles j'ai arrêté de jouer. Genre, moi, je commence à avoir des tics. Si tu me fais jouer des tournois à 100%, je vais plus contrôler le clignement de mes yeux, même en dehors de mes parties. Waouh, donc c'est un effet physique, en fait. Ouais, et puis c'est négatif quand même, parce que c'est un peu... Tu vois, moi, la dernière année où j'ai joué, le dernier tournoi, j'ai assez bien joué. J'ai gagné le championnat de Moscou amateur, c'est quand même un gros tournoi. Et tu vois, 1 ou 2 jours après le tournoi, je ne pouvais toujours pas contrôler mes yeux. What? Enfin, tu as les yeux qui se ferment un peu tout seul, c'est un peu chiant, quoi. Wow. Par concentration. Et même encore aujourd'hui en stream, si tu regardes, les jours où je suis vraiment en immense tryhard, où je commence à être proche de mon top elo, et comme j'ai toujours envie de battre mon record, du coup, je commence vraiment à tout mettre. Quand je mets vraiment tout, vous ferez attention. Tu peux regarder mes yeux, ils vont cligner plus souvent et ils vont commencer à... Ça va plus être pareil. Okay. Si tu remarques, le regard est plus pareil. Il y a un truc qui switch. Oh, c'est dingue. Mais ça ne me poursuit pas après le stream. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mon travail, ça ne me poursuit pas. Alors que moi, quand je joue en partie longue, au fur et à mesure, ça me poursuivait de plus en plus. Tu penses qu'ils carrément, on parlait de coach mentaux et tout, mais est-ce qu'ils sont carrément certains suivis peut-être par des psys, par leur équipe et tout? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment ils sont des nutritionnistes, okay. coach sportif, puis mon secondant aux échecs, du coup, pour aider pour les prépas. Ils ont des équipes, on va parler du sujet important des nouvelles technologies dans les échecs. Il y a un peu ce fantasme depuis des décennies, tu vois, de l'IA qui va dépasser l'humain et tout. Et là, c'est un peu le cas quand même dans le secteur des échecs. Et en plus, ça n'a jamais été autant accessible maintenant les IA, même pour tricher, etc. Est-ce que pour toi, ça menace un peu le monde des échecs ou à un moment, tu t'es dit que ça a menacé le monde des échecs, cette IA? Alors, déjà, c'est une des raisons pour lesquelles on est passé, que certains préfèrent aujourd'hui le freestyle, et même moi, en tant que joueur, je dit que je préférais, parce que les ordinateurs sont devenus tellement forts qu'aujourd'hui, avant les parties, apprendre par cœur des lignes, tu vas passer son temps, passer 8 heures par jour à apprendre par cœur, ça te donne vraiment un avantage. Donc ça, déjà, ça a rendu les échecs pour les joueurs qui veulent jouer professionnellement moins plaisants, parce que pour beaucoup d'entre nous, on est devenus joueurs d'échecs parce que c'est beau et pas pour apprendre par cœur, tu vois. On a appris pour comprendre des concepts, pas ça marche parce que ça marche, tu vois. Ça a rendu le jeu un peu plus tactique. Bon, ça, c'était pour parler un tout petit peu de ce sujet-là, et ça fait aussi que pour un joueur comme moi, si demain je vais aller jouer un tournoi, je suis obligé de m'imposer une grosse session, là en plus je suis tellement en retard sur les ouvertures, mais je suis obligé de m'imposer... Les fameux stages. Des stages, voilà. Je suis obligé de faire peut-être 2 stages intensifs d'entraînement. Donc le fait d'avoir l'IA
t'oblige déjà à Ah ouais? apprendre énormément Mais de choses pourquoi? par cœur. Je Parce qu'elle comprends pas joue le lien. tellement mieux que nous. Ok, donc Que- en fait, on a dû augmenter notre niveau, c'est ça que tu veux dire? Oui, et puis tu es obligé d'apprendre. C'est plutôt pas mal de connaître 15 coups d'IA par cœur pour commencer ta partie. Ça te donne un vrai avantage. Ok. Elle est très Et important. puis même la manière de s'entraîner, en fait, tu back tout par l'IA, Ah, tu tout. vois tous les... Ok. Bah là, on a préparé un cours de 30 heures sur le système de Londres. On a passé 150 heures à le préparer avec l'IA. Tout Wow. est backé par l'IA. Voir toutes les possibilités, Tout. toutes les stats. Et tout est backé par l'IA. Ok. Et donc ça, c'est le premier truc. Après, on parlait de la triche. Ça, c'est juste pour dire à quel point l'IA avait changé la manière de jouer. Pour la triche, tu sais, pour moi, c'est un peu comme le dopage. C'est-à-dire que le dopage, il trouve des nouveaux produits, des nouvelles substances. L'antidopage s'adapte, contres, trouve des contres. Le problème qu'on a aux échecs, c'est que demain, toi et moi, on va faire le Tour de France. On sert à rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On peut se doper, on prend ce qu'on veut, on va même pas finir l'Alpe d'Huez. Ouais. Aux échecs, toi, demain, tu peux tricher, tu bats Carlsen. C'est hyper accessible. Et comme il y a des... Voilà, tu peux jouer en ligne, et notamment, tu vois, sur chess.com, etc., ben, personne ne sait sur le côté si j'utilise de l'IA, etc. Si toi, tu utilises quand même, on va voir, parce que tu vas trop l'utiliser et c'est trop incohérent, donc on va le savoir par les algorithmes. Maintenant, c'est ce que disait Magnus dans un podcast il y a peu de temps. Il disait, Magnus, si moi je triche, enfin, parlant du coup de lui, personne ne peut le savoir. Aucun algorithme ne pourra le montrer. C'est le champion du monde, donc en plus, lui, il peut comprendre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Exactement. Donc il peut aller regarder certains coups, comprendre, et lui-même derrière prendre la décision. Je vais même te prendre un autre exemple aussi pour te montrer à quel point c'est indétectable. Je te parlais des ouvertures, que c'était hyper important de s'en rappeler. S'il y a 10 ans, quand Maxime était à son top, il aurait simplement eu accès à ces fichiers, c'est-à-dire même pas de l'IA en temps réel, simplement de l'IA pour l'aider à se rappeler quand il a besoin, donc juste pour réciter. Donc là, c'est indétectable, puisque tu vas dire, j'ai appris par cœur. C'est un coach d'IA. Ouais, j'ai appris par cœur, je connaissais. Bah, juste avec ça, il aurait été champion du monde, il aurait battu Carlsen sans aucun problème. Wow. Et ça comment, un algorithme, comment tu veux détecter? Le mec t'arrive après la partie, comment t'as si bien joué? Bah, c'est dans mon fichier. Il y a des suspicions, tu penses, de triche, enfin, il y en a actuellement à haut niveau? Il y a beaucoup de suspicions, il y a beaucoup de parano. Ah ouais, en fait, ça rend parano. Ça rend parano. C'est tellement l'arme atomique, entre guillemets, c'est tellement le truc où si tu l'as, tu vois, Magnus, c'est ce qu'il disait, il suffirait que j'ai l'évaluation, que quelqu'un me donne l'évaluation de la position une fois par partie, et mon niveau, tu vois, ils ont même pas besoin que tu leur donnes le coup, ils ont simplement besoin qu'à un moment, il y ait un truc qui vibre et qui dise « cherche Ouais. ». Et ils vont trouver. Et ça suffit, si tu veux, à passer comme ça. Donc, et forcément, il y a beaucoup de suspicions. Parce qu'il suffit, parce que j'en ai parlé, bon là, il y a eu beaucoup d'histoires de plug anal. Alors, c'est mon pote. Non, mais c'est mon pote Vlad qui a sorti ça. Non, mais j'allais t'en parler. Mais tu sais d'où ça vient, ça? Ça vient d'où? Enfin, moi, la première fois que je l'ai entendu, c'est mon Paul Vlad qui m'a sorti ça. Mais alors, Attends, juste pour recontextualiser 2 secondes, il y a une histoire, de ce que j'ai compris, Vas-y. de sextoy connecté. Voilà. Qui est connecté à l'IA, de ce que j'ai compris, et qui vibre pour donner des indices aux joueurs d'échecs. Voilà. Et derrière, on s'est dit, c'est compliqué à détecter. Je ne sais pas d'ailleurs est-ce que ça a été utilisé ou non, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais voilà, pour juste recontextualiser. Bon, d'ailleurs, le mec qui a été accusé, entre guillemets, de faire ça, ça n'a jamais été prouvé qu'il a triché, pour te dire. Enfin, c'est jamais qu'il a été triché en réel. Parce que sur Internet... Donc comme quoi la technologie apporte plein de trucs un peu insoupçonnés. mais ça vient d'un troll d'un de mes potes. Enfin, il y a un autre grand maître, Eric Hansen, qui après a fait le même troll. Alors je ne sais pas si vous avez entendu en parler ou s'il a la même idée, mais ça c'était que mon pote Vlad qui disait ils sont tellement bien payés, je suis pas bien sûr qu'ils trichent pas, il faudrait leur imposer une fouille anale avant chaque et après chaque partie pour être bien sûr. Ok. Et c'est juste un troll comme ça parce que ça le saoulait qui est trop pris dans les tournois. Enfin bon, peu importe. Mais donc, de manière plus sérieuse, pour en avoir, quand on en parle plus sérieusement, imagine, je me fais greffer un petit truc dans l'intestin, juste un micro-vibreur, un truc indétectable, et juste j'ai besoin d'une vibration. Wow. Une fois, enfin pas moi, hein, mais moi je comprends pas comment une vibration peut te donner. Parce qu'en fait, ça va vibrer. Enfin, je vais le faire vibrer au moment. Enfin, mettons, je suis avec Maxime. Où il faut faire attention à quelque chose. Voilà, je lui dis, là, t'as un truc, Maxime. Je le fais juste vibrer une fois et. Limite, c'est fais attention. Il y a un truc offensif, c'est une fois une vibration. Défensif, même tu dois pas. être plus. Okay, même pas. Wow. Juste vibration une fois parce qu'il y a un moment important. C'est un copilote en fait. Ouais. Et rien qu'une fois par partie. Tu vois, on discutait. Donc, tu vois, tu as besoin de tellement peu. Tu vois, ils sont tellement forts. Évidemment, tu vois, pour moi, ça suffirait pas. Pour moi, personnellement. Mais on va dire pour les joueurs du top 20 mondial, une vibration par partie suffit à faire la différence. Et comment tu détectes ça? Ouais. Et ben d'ailleurs, on va passer à la dernière partie. C'est une petite partie d'échecs l'un contre l'autre.
Je me suis entraîné pendant des mois, des années, Kev, pour te ta battre. vie. Toute ma vie pour espérer. Non, mais merci d'accepter ça, c'est cool, c'est un plaisir. Moi qui en réalité apprend les échecs avec ta chaîne, c'est un méga plaisir de pouvoir jouer avec toi. On va faire un format assez simple qui est un format de 3 minutes. Tu te rappelles, tu connais l'anecdote de Picasso? Je me rappelle jamais exactement, C'est mais quoi? quand il peint un petit truc pour payer, il dessine un petit truc pour payer quelque chose, enfin, un fan, Ok. et il lui dit mais vous avez mis 20 secondes, enfin il avait 80 ans, il lui dit mais t'as mis 20 secondes pour le dessiner. Et il dit non, 80 ans et 20 secondes. Ah, beau Je ça. me rappelle plus exactement comment, et j'aime bien le truc de se dire, c'est préparé mais toute ta Toute vie. ta vie, oui, mais c'est. Depuis ta voilà. naissance en fait. On part là-dessus. Attends, hop. Sur Misclick. Ouais, c'est ce qui va arriver. Hein. Ça joue la sicilienne ici? T'es chaud, hein? Ah ouais, non, ça joue pas vraiment la sicilienne. Il va comprendre qu'il joue, il joue des choses en tout cas. Il joue des choses, on sait pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Peut-être que je prépare peut-être que j'ai fait 2-3 stages. Hein. Mais t'as fait des stages de fou là. J'ai peut-être fait des stages en fait. Hein. Ouais. On sait pas trop. On voit déjà que ça c'est totalement déstructuré de mon côté. Tu prépares un stage avec Kameto, je pense. Stage d'entraînement avec Kameto. Stage Oh là 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 là, avec mais là, mais Kameto. non, mais attends, mais j'ai pas dit mon dernier mot là. Mais déjà, autant j'ai l'impression que. Après, c'est pas évident de cliquer avec le pad. Hein. C'est vrai, hein. Ouais. Toi, tu joues à la souris? Il y a eu un petit bug. Ok. Ah! Ah non, mais c'est pas possible, tu te donnes. Ah là 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 là. Allez. Là, tu sens comment la partie là? Dur. Dur, c'est vrai? Ouais. Tu sens que là, il y a de la Je prépa sens de mon qu'il y a côté? du niveau. Je sens qu'il y a du niveau en face. Ah là 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 là. Ah! J'arrive par là. Là, ça va Ah être dur. non, non! Non, mais tu sais, les gens ils vont Ah. croire que je troll, mais c'est juste un plaisir de. Tu te bats. C'est juste un plaisir de jouer contre toi, mais effectivement, je pense que les gens l'ont compris, je suis pas très fort. T'es pas très bon. Combien d'élo? T'es dans les 400? Non, mais en vrai, je suis un peu plus haut, mais là, je suis en fin d'émission, je suis un peu lavé aussi. Ouais. Donc j'avoue que j'arrive pas à me. C'est À pas te facile, concentrer. hein, il faudrait qu'on en parle, mais pas facile de jouer En parlant, ouais. en c'est parlant, très difficile. etc. Bah, Mais un truc, je suis monté à 850, un truc comme ça. Et grâce à toi, je dois le dire. Merci. J'étais à 300 et des, je suis monté à 850 en commençant à checker tes vidéos. Non, mais tu vois, Là, je te cloue, là, en fait. Ah non, pas du tout. Non, mais c'est un clouage, mais j'en suis sorti. Non, mais il faut dire que quand c'est ton métier, évidemment, tu as un autopilote qui te C'est permet de dingue. jouer. En fait, je remarque là, c'est vraiment fou. Mais bon, c'est pareil dans tous les jeux, en vérité. En fait, et là, je reconnais notamment les créateurs de contenu qui récemment ont fait pas mal de contenu sur le sujet. Hein. Tu vois, je pense à des Inox, des Maxime Biaggi, etc., qui sont des 500 000 Elo et des. En fait, bravo à eux, parce que c'est vraiment... Oh merde, c'est vraiment pas facile de jouer dans des conditions comme ça. Ouais. Et mon niveau, là, comme tu dis, j'ai perdu 400, 500 Elo en jouant dans ces conditions-là. Est-ce que tu arrives à me battre en 2 coups? C'est devenu un puzzle. Tu l'as, tu penses? Ouais, je pense. Bah, tu me dis Ah 2 non, coups, moi je fais J'ai 2 mis coups. ce clic Hein. en plus. Tu m'as dit 2 coups, j'ai fait 2 coups. Merci Kev pour ce moment. Merci. Attends, on se serre toujours la main, normalement au début, à la fin d'une partie. Ah bah on a oublié au début, on s'est Ouais, rattrapé, on s'est rattrapé à la fin. Tu vois, t'as vu le réflexe du joueur d'échecs malgré les ordi. Merci beaucoup de nous avoir partagé ta vision et ta passion Merci pour les pour échecs. l'ordinateur. Hein. Évidemment, et on en fait gagner 5 dans les commentaires. Dans les commentaires. Voilà, non, mais encore une fois, merci d'être venu. Merci pour cette émission. C'était hyper intéressant pour moi et j'espère que ce sera hyper intéressant pour vous qui nous regardez. N'hésitez pas à vous abonner parce que nous, on met beaucoup d'énergie dans cette émission. Vous donnez de la force un petit peu avec le petit bouton s'abonner. Là, Mais ce serait cool. Un petit clic, un petit like. Voilà, c'est ça. Donc, on est au début de cette aventure et puis on a d'autres idées de super créateurs qui vont aussi venir nous partager leur vision et leur passion. C'était pas le délire où je revenais tous les jours pour te parler de la situation des échecs
échecs quotidiennement. Exactement. En fait, il n'y a que Kev qui Voilà, vient. c'est ça, c'est le nouveau concept. C'est plus créateur, c'est Blitzstream en live. Ouais. Et tous les jours, je fais des updates. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, c'est un petit peu sec l'actualité aujourd'hui. Il n'y a rien eu, mais je reviendrai quand même demain. C'est un genre de Devin Delia avec un tableau. Exactement, voilà. Bon, voilà, je deviens échecs. créateur échec. Ouais. Je vous l'annonce maintenant. Merci en tout cas de nous regarder et on se dit à la prochaine. Merci pour tout et ciao. Bon, t'as passé un bon moment? C'était cool. Ouais, c'était cool. Ouais. Ouais.